Et bonsoir tout le monde. Salut Jing, salut Numérique, Drallert, Sivans, Mister Lertac, Talvion, Gutsy Siltan et Améthyste. J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi soir. C'est la rentrée pour beaucoup de gens, pour les étudiants, pour les professeurs et pour pas mal d'autres gens. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. On a pas mal de petites choses à discuter ce soir, et notamment, comme vous avez pu le voir, le bilan de Crucible, les 2 phases. On a également les annonces pour Crucible 2. Et puis, on parlera bien sûr du début de méta qui commence à se former. C'est pas complètement fini. De toute façon, c'est jamais complètement fini. Mais on commence à voir vraiment une première tendance. À noter que dans les tournois du week-end dernier, on n'a pas tous les Battle Tomes puisqu'on n'a pas Fake, on n'a pas on n'a pas Night Hunt. Il va falloir revoir une fois que nous aurons ces Battle Tomes là. Et puis, c'est à peu près tout, mais ce sera déjà pas mal. Salut Léo, salut Drazar. Merci beaucoup à Métis pour les 11 mois de tier 1. Merci infiniment. Et merci beaucoup à Jing pour les 14 mois, hein, plus de 1 an. Merci beaucoup Jing. Salut Maître Git. Du coup, pas mal de choses à se dire, mais ça va pas être un stream très long, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Salut Ctélion, salut Asdimi, salut Adrien Poulot. Une semaine light en stream volontairement parce que j'ai beaucoup d'autres choses de prévues, du training Big Four, mais aussi un peu de repos parce que je vous avoue que c'est un peu la fatigue après ce week-end intense. J'ai eu beaucoup de préparation pour le week-end, etc. Donc, prends un peu de temps pour moi et également pour la préparation du Big Four. Comme déjà annoncé plusieurs fois auparavant dans d'autres streams, le Big Four, c'est dans moins de 4 semaines maintenant. Et le Big Four décidera du capitaine de l'équipe de France de l'an prochain, en tout cas de la saison entre guillemets 2025-2026. Et c'est plus quelque chose de plutôt important qu'on aborde avec beaucoup de sérieux. Donc on a décidé qu'il y aurait beaucoup de training et du coup, il y a un peu de sacrifice sur le stream en septembre. Il y aura un peu moins de stream. Ça sera rattrapé en octobre, bien sûr. En octobre, je vous ai prévu, je vais commencer à regarder bientôt pour l'organisation du marathon de game que j'aimerais faire tout début octobre. Il faut que je m'organise avec les différentes personnes qui peuvent venir jouer en journée, puisque le but du marathon, c'est de faire une game le matin, de mettre en pause le stream, mais le stream tournera encore, mais il sera en pause, une game l'après-midi. Donc il y aura littéralement 6-7 heures de contenu d'affilée, avec une pause au milieu, bien sûr, avec à chaque fois des armées différentes. Donc il y aura, je pense, le but, ça serait qu'il y ait 10 armées différentes, puisque le but, c'est de faire 10 parties, 2 par jour sur toute la semaine. Et ensuite, il faut que je prépare toute la saison régulière de stream. Donc j'ai pas mal de choses à vous annoncer, pas mal de choses à préparer. Donc c'est du boulot. Ça sera du boulot que je ferai un peu court en septembre, mais aussi début octobre. Donc à part, il y aura la grosse rentrée début octobre du stream avec le marathon, mais il y aura aussi des choses qui arriveront en cours de mois, suivant le temps que j'ai pour préparer un peu ce qu'on va faire toute l'année en stream. Salut Namsterion, salut Scar et G.I. Montana. Ça m'arrange dernière semaine de rush en mon mariage, mais je ne loupe pas le traditionnel live du lundi. Allez. Mariage, toutes mes félicitations avec tes lions mariage ce week-end. Très stylé. Et Atlanta début novembre, oui, Atlanta début novembre. Après Atlanta début novembre, on va en reparler. Je sais pas encore dans quel mood j'y vais. Je sais pas encore dans quel mood j'y vais. Ça va beaucoup dépendre du Battle Scroll de septembre. J'aimerais bien que Caradron, Cities, Daughter of Cain et un peu KB se fassent enterrer. Parce que je pense que c'est extrêmement difficile. C'est pas infaisable, hein, mais c'est extrêmement difficile de gagner Atlanta si ça devait se jouer aujourd'hui si vous n'y allez pas avec une de ces 4 armées.
Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein, ça peut se faire. Il y a des choses, je suis sûr qu'il y a des gens qui gagnent des tournois en n'étant pas dans ces 4 armées, mais vous mettez des bâtons dans les roues. Moi, en ce moment, de toute façon, tout le monde le sait, c'est pas un secret, je spam Daughter of Cain pour le Big Four. Mais en vrai, le gameplay me saoule de fou. J'ai vraiment la maxi flemme de jouer Doc. Donc là, je vais spammer Doc jusqu'au Big Four. Et si je pouvais jouer autre chose après, c'est quelque chose que j'affectionnerais beaucoup, de jouer autre chose. Donc, la problématique, c'est si jamais ces top factions se font pas nerf, va falloir que je décide dans quel mood je vais à Atlanta. Est-ce que j'y vais pour essayer de parfait? Et dans ce cas, il faut que j'y aille en Doc. Parce que c'est l'armée que j'aurais le plus bossé de toute façon. Même si Doc a un match-up vraiment dégueu dans Caradon. Donc, c'est pas gagné du tout. Et de toute façon, gagner Atlanta, au mieux, les meilleurs joueurs, ils ont entre 5 et 10% de chance de le gagner. Les meilleurs joueurs avec les meilleures armées. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Donc, il y a ce mood-là. Soit j'y vais en mood vraiment sérieux, essayer absolument de partir sur la win du tournoi, et sachant que je vais avoir peut-être 5% de chance de gagner le tournoi. Soit j'y vais sur une liste qui restera compétitive, mais qui sera probablement sur un Battle Tom qui n'est pas sur les 3 ou 4 top tiers. Et du coup, je m'amuserai beaucoup plus. Mais le shot pour le titre, il descend dans les moins de 1%. Quoi. Après, en vrai, je perds 4%. Je perds pas. Voilà. Donc, c'est une vraie décision que j'ai pas encore prise. Il faudra que je vois comment je me sens fin septembre, début octobre. Mais je pense que j'en aurai plein le cul de jouer d'auteur. Après, il y a un monde où je joue autre chose tout octobre et je peux reprendre d'auteur juste pour Atlanta. Mais bon, je sais pas encore. Nain du chaos, ça sera très probablement pas jouable à Atlanta puisque il faudrait que toute l'armée soit sortie, etc. Donc c'est quasiment impossible que ce soit Nain du chaos. Est-ce que je vais à Atlanta? Oui, je vais à Atlanta. Au départ, j'étais pas sûr du tout en raison du tarif, tout simplement. Hein. C'est très très cher d'aller à Atlanta, surtout pour la 3e année de suite. Mais comme pour le moment, je crois qu'on a 6 membres des 8 Ninja Baguette qui y vont. Et on a potentiellement les 8 membres. On a potentiellement tout Ninja Baguette qui va à Atlanta. Et ça serait vraiment très très stylé. Donc je me suis dit, bon, si toute la team va à Atlanta, ça serait très très classe. Donc c'est pour ça que je me suis motivé à y aller. Mais je sais pas dans quel mood j'irai. On verra, je prendrai ma décision le plus tard possible. Il y a un monde... J'ai très 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 envie de tester une liste Vordry. C'est une de mes filles préférées du moment. Et c'est un gameplay, à mon avis, qui me fit beaucoup mieux que Daughter. Par contre, c'est nettement moins fort que Daughter, Caradron, etc. Mais bon, j'ai très très envie de jouer Vordry. Donc on va... En tout cas, en octobre, je jouerai Vordry, je pense. Et probablement un peu du Shoran aussi, parce que le nouveau bouquin FAQ est très cool. Et il faudra que je prenne une décision pour Atlanta. On verra. LRL, pour le moment, le gameplay me plaît pas du tout de l'armée, donc j'attends le Battle Tom avec impatience. Mais pour l'instant, le gameplay LRL me plaît pas du tout, donc il y a très très peu de chances que j'aille à Atlanta en LRL. Enfin, il n'y a aucune chance en fait. Grosso modo, à moins que le Battle Tom soit annoncé et sorte demain et qu'il rebatte toutes les cartes, je n'irai pas en LRL à Atlanta. Je me pose la question, de temps en temps, n'y a-t-il pas un stop au spam fumé si on faisait des imitations dans les BT? En fait, oui, Ectelion, mais c'est très rare. En vrai, c'est très rare d'avoir une liste vraiment spam. C'est vraiment très rare. On avait fait le décompte sur les gros tournois, etc. Si on mettait genre des restrictions à la 40K, vous savez, pas plus de 3 unités, etc. Et franchement, ça changeait quasi aucune liste. Donc c'est plus de ça, quoi. 6 sur 8, c'est déjà beau. Ouais, c'est déjà stylé, mais si jamais, est-ce qu'on pourrait faire 8 sur 8, ça serait très, 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 très classe. Au-delà du gameplay, l'armée a-t-elle le niveau aujourd'hui pour Mine Atlanta? Ça dépend ce que tu veux dire avoir le niveau. Il y a des armées top méta et elle n'en fait pas partie. Est-ce que tu peux gagner Atlanta? Oui, tu peux, mais tu as beaucoup moins de chances de le faire. Donc, c'est... Vous savez, quand j'y suis allé en Luminette, personne ne jouait Teclis, personne ne jouait Luminette dans le monde.
personne l'a vu arriver, ce qui m'a donné un gros avantage, hein. Le fait que personne ne jouait Luminette et que personne ne jouait Teclis au moment où je l'ai ramené à Atlanta, ça m'a donné un vrai avantage pour jouer. Et donc, il y a quand même un monde où tu peux surprendre des choses. Maintenant, la problématique, c'est que, on en reparlera quand on parle de la méta, des armées comme Caradron en ce moment en ont pas grand-chose à foutre des techs en face, etc. Tu as un énorme volume de dégâts partout sur table. C'est très compliqué à défendre, donc ça va beaucoup dépendre du Battle Scroll de septembre. Donc on verra. On va voir. C'est très dur de savoir ce que je ferai. Je me déciderai plus tard. C'est pas une décision pour maintenant. C'est une décision pour plus tard. Pour le moment, je me concentre sur le Big Four, sur les trainings pour le Big Four, sur les listes du Big Four. Et on a encore beaucoup de boulot. C'est dans 4 semaines. Et il y a encore beaucoup de taf pour le Big Four. Donc bon. Si on a des restrictions, on fait comment en IDO? Oui, c'est ça. Déjà, non seulement les restrictions, on n'affecte quasiment pas les listes, quand vous allez voir. Et AOS a un problème de... Vous avez des armées trop petites pour que ça fonctionne. Nerf Skaven. Skaven, pour moi, c'est très particulier parce que Skaven peut être très bon. Et quand je dis très bon, c'est pas au niveau des top méta, mais très bon. Mais Skaven, c'est une armée qui demande à l'utilisateur, enfin au joueur, de jouer pixel et de jouer très très bien. En fait, pour que Skaven soit très bon, il faut que vous fassiez beaucoup plus d'efforts en général qu'en face. Et si jamais vous êtes au même niveau qu'en face, vous allez avoir un Skaven très mid. Ça va pas être mauvais, mais ça va être très mid. Vous avez de la récursion, vous avez des outils pour pardonner les erreurs, mais vous n'allez pas faire des top performances. Vous allez faire des mid performances. Vous allez faire 3-2 ou 2-3. Si jamais vous voulez monter sur un 4-1, sur un 5-0 en Skaven, il faut vraiment cravacher. Et quand tu compares aux armées top méta, bon. Donc c'est très compliqué de nerf Skaven parce que tu pourrais nerf Skaven parce que si c'est joué parfaitement, c'est une armée qui est vraiment très bonne. Mais comment est-ce que tu values le fait que il faut jouer 5 games pixels où tu vas jouer tes 1h30 de game à fond? C'est pas évident. C'est vraiment pas évident de nerf Skaven sans pénaliser la faction. Mais je comprends, hein, Skaven, pour moi, c'est plutôt bon comme faction. C'est pas du tout top tier. Moi, j'ai vraiment le 4 trio de tête, encore KB un poil en dessous. Donc, c'est vraiment le trio de tête, on va dire. Et en dessous KB, et en dessous, tu commences à avoir les très bonnes armées, mais qui sont pas vraiment problématiques pour le jeu. Et du coup, Skaven fait partie de ces armées qui sont très bonnes, mais pas problématiques pour le jeu. Donc, dans l'absolu, je pense que c'est pas urgent de nerf Skaven, pour moi. Je pense que c'est urgent de nerf les 4 armées en haut. Nerf Skaven, je pense que c'est pas une priorité. Même si, pour moi, c'est une très bonne armée. Fait que ça a l'air carrément cool. Fait que ça a l'air exceptionnel. J'adore, vraiment. Merci beaucoup, Mac Gibbs, pour les 14 mois de tier 1. 14 mois d'affilée, merci infiniment. Hein. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup Ansel Zifor pour les 3 mois de tier 1. Merci à toi, c'est très plaisir. Une idée de la date du Battle Scroll non, mais ça va être fin septembre, donc il faut regarder un peu les dates. C'est pas très dur. Hein. Ça sera en général le mercredi, donc ça va être, à mon avis, le 24 septembre. Voilà, ça devrait être le 24 septembre, le Battle Scroll. Inch'Allah. Le 24 ou le 25, suivant si c'est mercredi ou jeudi. Le Battle Scroll ce mercredi ou le suivant? Pas du tout ce mercredi. Hein. Non, le Battle Scroll, c'est fin septembre. Hein. Ça sera le 24, je pense. Chaos, c'est terrible. C'est soit nul, soit cheat. Très difficile à équilibrer. Oui, l'armée est difficile. Elle va être beaucoup moins difficile là, depuis qu'ils ont de nouvelles entrées. En vrai, le nouveau bouquin, je pense qu'il est équilibrable. Il y a un très bon mix de tir et corps à corps. C'est juste que pour l'instant, c'est vraiment très undercost. Mais... je pense pas que le nouveau Caradron soit si difficile que ça à équilibrer maintenant qu'ils ont des nouvelles unités. Ils ont du jeu avec le Faction Terrain. Il y a vraiment beaucoup de choses cool en Caradron.
Pour moi, ça va être beaucoup plus simple à équilibrer maintenant. Korn et Aubert anti-magie 4+, c'était à la mode à l'époque, mais tu réussis à les éviter avec tes clisses. Ouais, alors j'ai joué contre un Korn et contre un Aubert. Après, un Korn, tu pouvais jouer dedans, c'était juste, il fallait qu'il rate ses 5+, et donc j'ai eu du bol quand j'ai joué contre le Korn, il a raté ses 5+, qui m'a permis de jouer la game correctement. L'Aubert anti-magie, c'est la seule game que j'ai perdue sur les 12 games que j'ai joué à Atlanta, tout simplement. Et Ranjo est dans le dur, selon toi, il leur faudrait quoi? Un nouveau Battle Tom? En fait, on en discutait à Crucible ce week-end. Il y a des armées pour lesquelles c'est pas grave de sortir tôt dans la version et des armées pour lesquelles c'est très très dur. Pour quelles armées c'est pas grave de sortir tôt dans la version? Pour toutes les armées qui ont énormément d'entrées. Parce qu'en fait, vous avez une profondeur naturelle due à tous les War Scrolls et vous avez des combos naturels qui sont découvertes au fil du temps avec les points qui bougent. Le problème d'Iron Joe et un peu le problème de Cruel Boys en vrai, là ils en souffrent moins parce qu'ils sont très bons, mais ça reste un problème, c'est que c'est une gamme qui est petite et sortir tôt dans une version, comme vous le savez maintenant si vous regardez un peu la chaîne, les bouquins ils sont écrits environ un an avant leur publication. Et donc ce que ça veut dire quand vous sortez tôt dans une version, c'est qu'il n'y a absolument aucune game jouée sur la version, donc il n'y a pas vraiment de feedback sur l'armée, sur comment elle se joue, etc. Donc vous êtes sur quasiment un brouillon en fait de ce que devrait être le Battle Tom. Donc c'est pour ça que Iron Joe et Cruel Boy sont dans le dur, c'est qu'ils ont des règles très simples et simplistes. Et encore, Cruel Boy ils ne sont pas trop vautrés. Et Iron Joe c'est très dur pour moi de vous dire comment il faudrait les fixer. Parce que si vous descendez trop les points, c'est juste un spam de PV et de stats, donc c'est hyper chiant à jouer. C'est très compliqué Iron Joe, je trouve, à fixe. Il faudrait revaloriser un peu le gameplay, gameplay mix avec du cochon, mais c'est très dur de valoriser un gameplay. J'ai pas de bonnes idées pour Iron Joe. Et pourtant, j'aime beaucoup Mighty Destroyer. Hein. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de Mighty Destroyer. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de la WAG. Mais force est de constater que sur table, le gameplay est pas hyper fou. En fait, je pense que Iron Joe souffre un petit peu du mouvement qui a décru sur ses mots crochats, ce qui fait que c'est très compliqué de les jouer parce qu'il y a un socle de cette taille qui bouge que de 10, c'est très complexe. Ça a été il y a eu des tentatives de patch dessus avec des mouvements Hero Phase, il me semble, hein, si je m'abuse, grâce à Scourge. Mais ça répare pas vraiment la problématique de la taille de la base avec une des seules unités qui peut bouger vite et qui tape pas si fort parce que t'as pas de rend. Ça aussi c'était tenté de corriger via Scourge, mais ça reste quand même assez bof. Donc c'est compliqué comme question. Pour moi, Iron Joe, il faudrait faire une vraie refonte en profondeur et il leur faudrait. Je me demande s'il faudrait pas que les brutes et les hardboys bougent de 5. En vrai, bouger de 4, c'est acceptable si vous avez d'autres choses dans le bouquin qui vous permettent éventuellement de compenser ça. Par exemple, les cardons ils bougent de 4, c'est pas un souci. Les Fire Sailor bougent de 4 et on voit que c'est souvent un problème. Donc le mouvement de 4, il faut réussir à donner des outils pour s'en sortir. Et ça marche plus ou moins. En ce moment, Fire Slayer, ça marche parce qu'ils ont des Magmadrots. Mais on voit vraiment que le mouvement de 4, ça ne peut pas être votre corps d'armée entier. Donc il y a du boulot sur Iron Joe. Il y a du boulot, j'ai pas de bonnes idées malheureusement, et pourtant j'ai une armée Iron Joe, je les adore, mais c'est très 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 compliqué de faire un truc marrant à jouer. Ça veut pas dire que vous pouvez pas faire un truc fort, parce qu'intrinsèquement, vous pouvez avoir juste des brutes de stats, mais ça va être très chiant à jouer, c'est très chiant à jouer contre. Donc bon, pas de bonnes idées malheureusement. Ne plus toucher à 4. Pour moi, c'est pas la touche à 4 le problème. C'est pas la touche à 4 le problème, c'est vraiment le mouvement est très très compliqué. Ou alors pour avoir un peu plus de Mighty Destroyer, il y a des choses autour, mais le mouvement à 4 il est vraiment hyper pénalisant. Vous avez le cœur de votre armée qui ne bouge pas et vous ne pouvez pas aller reprendre des objectifs. Et en fait, dès que vous faites une erreur de placement, c'est une énorme sanction. Et vous tankez pas si bien que ça. Vous tankez bien, mais vous tankez à la save. Et tanker à la save, c'est bien
si vous pouvez empêcher l'adversaire de complètement vous engager une unité, si vous avez d'autres possibilités défensives, mais vous n'avez pas beaucoup de cordons pas chers en Iron Joe, vous avez quelques trucs, mais c'est pas des trucs incroyables, c'est des 3 modèles avec des weird brutes, mais 3 modèles, ça vous coordonne rien du tout. Vous avez pas, vous avez rien pour vous protéger vraiment à part votre save. Et dès que vous avez un truc qui a de la raid ou de la mortelle, bah, ça vous sert plus à rien et vous payez très cher votre PV. Vous n'avez pas de mouvement pour mettre de la distance avec l'adversaire. Ça donne un gameplay très linéaire et très contrable, quoi. Quelle faction est KO et KB en top 3 Top 3, c'est KO, Cities et Daughter of Cain. Et KB est un poil en dessous, mais ça reste très bon. À mes yeux, c'est mon jugement, bien sûr. De cause, qu'ils fassent quelque chose pour nos Iron Joe. Mais en fait, le problème, Scar, c'est que je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Hein. Ils peuvent continuer à baisser les points, mais le problème, c'est que baisser les points, ça va juste donner une brute de stats et ça va être un stat check, en fait. Donc c'est très chiant. Franchement, on a dit ça, mais on a toujours une faction minimum à faire nerf. Je dis pas que c'est d'équilibrer autant de factions, mais la réalité du terrain, c'est ça. Ben, tu regardes, là, ça fait quoi? Ça fait 3 mois, ça fait 2 mois? Ça fait 2 mois et demi que la version est sortie, grosso modo. Bon, faut aussi comprendre qu'on fait partie d'une minorité de joueurs. Les joueurs compétitifs sont une minorité de joueurs. Vous avez énormément de joueurs qui ne veulent pas de hotfix tout le temps, qui jouent une game tous les 3-4 mois, et ça fait chier les gens d'avoir des hotfix tout le temps. Donc, avoir un battle scroll tous les 3 mois qui balance et avoir des facs tous les mois, je pense qu'on n'aura jamais plus régulier que ça parce que ça impacterait beaucoup trop la communauté. Déjà, c'est déjà quelque chose qui impacte tous les joueurs non compétitifs, enfin tous les gens qui ne sont pas compétiteurs. Et il faut bien voir qu'on est une minorité. Donc, je pense déjà qu'on devrait se sentir très heureux de cette fréquence. Maintenant, c'est en fait, si vous regardez dans le jeu vidéo, vous pouvez voir que ces jeux vidéo ont de l'expérience hein, quand même. Ça fait des années, des années et des années. Hein. Personne n'arrive à lancer un truc balance. C'est extrêmement simple. C'est parce qu'en général, sur votre temps de dev ou votre temps de test, etc., vous faites, je sais pas, vous faites 100 games. En tout cas pour AOS, imaginez, hein, 100 games, c'est 300 heures de test. Hein. C'est à peu près 300 heures de test, 100 games. Hein. 100 games, c'est rien du tout. C'est clairement rien du tout. Donc le problème, c'est que ben, vous aurez toujours des... Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous auriez toujours des choses qui vont peut-être sortir un peu trop fortes, un peu trop faibles. Je trouve qu'en général, ça va à peu près ce qu'ils font. C'est pas trop à l'écart. Là, il y a eu un gros écart sur Caradron. Doc et City, c'est du Scourge, donc c'est un peu particulier. Mais sur les bouquins, il y a eu un écart sur Caradron, il y a eu un bug de l'armée de Ronon de Corne, mais ça a été hotfix, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, le boulot est pas si mal fait quand vous regardez la difficulté des choses. Et si vous regardez dans le monde du jeu vidéo, qui est probablement la chose la plus proche du wargame pour ce genre de problématique, bah, personne s'en sort en fait. Enfin, les gens s'en sortent plus ou moins bien, mais il y a des problèmes partout. Et c'est normal, et c'est pas grave, on vit avec, et il y a des moments où il y a des choses très fortes, des moments où il y a des choses moins fortes, et en général, toutes les armées ont un moment sous le soleil. Et c'est ça pour moi qui est aussi important, c'est que je crois qu'on avait réfléchi, et il me semble qu'on avait juste trouvé, je crois, une armée qui n'avait pas eu un moment sous le soleil. Je sais plus exactement ce que c'était, mais toutes les armées avaient eu un moment où ils étaient vraiment bons. Donc, dans un sens, c'est pas très grave, ça bouge. Et franchement, en tant que compétiteur, au moins, ça permet de shift la méta. Ça me dérange pas tant que ça. Salut Miscop, salut Warlock. Merci beaucoup Maître Gitz pour le tier 1, merci infiniment. Salut une fixe. IG, il y a juste pas assez de règles. Ouais. IG, il y a plein de choses compliquées. Hein. La save à 3, c'est compliqué. Comment revaloriser les guides? Il y a beaucoup d'entrées. Revaloriser dans quel sens? Git, il y a plein de choses extrêmement bien à faire. Hein. Git, c'est très bon. Git, à mon avis, c'est un peu comme Skaven.
Vous avez énormément de bonnes entrées en Gitz. Hein. Vous avez beaucoup de choses à faire. J'ai vraiment zéro souci avec le bouquin Gitz. Hein. Sur une faction avec très peu d'entrée, ne serait-il pas judicieux de permettre une liste mixte sans question de keyword au Koruk Warclan? Bah ça dépend de ce que tu entends par là. Moi, je suis pas uber fan parce que j'aime bien quand c'est cloisonné dans le sens où c'est encore plus dur à équilibrer si tu fais ça. Mais c'est mon avis. A déjà beaucoup suivi un nouveau manuel général avec plus un qui est obligatoire pour compenser le 4+, mais qui joue sur leur premier instrument de tanking. Pour moi, le touche à 4, c'est chiant, mais c'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est vraiment, tu payes cher ton PV et tu peux pas le défendre correctement. Renaissance la Destroyer, les Multiple Mighty. À voir, pourquoi pas. Hein. Hotfix, revoir à la baisse les valeurs de lancement des prières ramènerait du jeu. Non, pour moi, les prières, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec Scourge, et je déteste ça. Ils ont baissé le niveau des prières. Et pour moi, il y a un fixe extrêmement simple sur les prières. Le 1 n'est pas un échec. C'est un 1. Voilà. Et par contre, tu revois à la hausse les nouvelles prières qui sont sorties. Parce qu'ils ont sorti des prières toutes plus basses. Donc, tu revois à la hausse toutes les prières un peu basses. Tu les accordes à tout ce qui était sorti en début de version. Sauf que ton 1, c'est pas un échec, c'est juste un 1. Voilà. Et c'est déjà une punition de faire un 1. Donc, et oui, ça veut dire que tu pourras avoir des prières auto. Mais en même temps, tu mets 2 tours à le build. Tu mets X tours à le build. Donc, c'est normal. Le seul truc, c'est que si on fait ça, il faudrait que les prêtres plus que 1 coûtent un peu plus cher. Mais c'est tout. Grosso modo, en fait, ces deux fixes-là, le 1 n'est pas un échec et les prêtres 2 sont un peu plus chers. Et non, moi je trouve ça nul d'avoir des prières à 3 parce qu'en fait, ça veut dire que ça reste. C'est comme un spell en fait. Le but, c'était que les spells, ça soit un peu gamble, mais que tu aies une tentative à chaque tour. Là où que la prière, c'est censé être plus safe, mais un truc que vous construisez et que vous pouvez utiliser au moment où vous en avez besoin. Et c'était deux mécaniques différentes. Et si tu fais des prières à 3, bah, c'est comme un spell, c'est très aléatoire. Et en plus, il n'y a pas de contre. Donc, moi, je préfère une valeur un peu plus haute. Mais ton 1, c'est un 1, quoi. Mais après, bon, c'est pas moi qui décide. Donc. Il y a beaucoup de BT qui manquent d'entrée. Oui, bah ça c'est pas à la main des designers des règles. Comment tu nerferais COS intelligemment sans le faire retourner dans les limbes du fond du classement? Très compliqué. Très compliqué. Le COS, ça fait quand même 1 an que c'est bon. Hein. Attention, hein, ça dépend si vous parlez de COS humain ou de COS. COS, ça fait 1 an que c'est. Enfin, depuis le Faction Pack, c'est exceptionnel, COS. Il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Maintenant, si vous parlez de COS pur humain, pour moi, vous ne pouvez pas jouer avec COS pur humain à l'heure d'aujourd'hui. Il manque des entrées. La vague 2, Inch'Allah. C'est très compliqué de faire du COS pur humain. Parce que ça va être que de la stat. Et comme on le voit actuellement, quand la stat est trop forte, bah, c'est spam. Et quand la stat est trop faible, bah, tu joues autre chose. Donc pour moi, COS jusqu'au Battle Tom, c'est forcément du Mixed Army. Et post-Battle Tom, Inch'Allah, vague 2. Et là, on va avoir plus d'options s'il y a une vague 2. On verra. En vrai, au tournoi Aigrefeuille, ce week-end, il y avait une répartition de factions de fous. C'était hyper diversifié, ça fait plaisir. Ouais, non, mais carrément. En vrai, il y a très peu de factions qui ne sont pas jouables, voire aucune. Hein. Donc, en vrai... Non, Seraphon, ça a été Omega Broken si longtemps. Seraphon, c'est le syndrome inverse. Seraphon, ça a toujours été au moins très bon. Et là, depuis le Faction Pack, depuis la V4, c'est juste bon. Et les joueurs ont l'impression que c'est nul. Alors que c'est juste que, oui, bah, Seraphon, ça fait 10 ans que c'est au moins très bon. Et là, Seraphon, c'est bon. Hein. C'est juste, ah oui, bah, c'est moins bon que d'habitude. C'est bizarre. Moi, s'il y a une personne qui me demande, à l'heure d'aujourd'hui, faut que je démarre une faction et je veux être compétitif et je jouerai que cette faction, je dirais go Seraphon. Franchement, ça n'a jamais été mauvais. Ça n'a jamais été mauvais, Seraphon. Ça a toujours été au moins bon. C'est n'importe quoi. C'est peut-être Sylvanette qui a jamais eu un gros aïe. Un gros moment où c'était très bon. Non mais Sub, l'armée de Ronon de Brod, on en parle en fin de V3 ou pas? Encore la reprise des Viméta. Alors, s'il y a une reprise, je ne sais pas encore si je maintiens le format ou si on fera autre chose, on verra.
J'ai pas encore décidé, pour être tout à fait honnête. Et la rentrée, de toute façon, du stream, ça sera en octobre. Donc, il y aura des annonces à ce moment-là sur comment on va goupiller l'année. Et vous aurez les infos à ce moment-là, tout simplement. Ce stream manque de tier list. Ouais, c'est vrai. Gna, gna. Pour Techlist n'est pas opti actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres listes que Bedlords pour du tournoi? C'est très dur. En fait, j'aime tellement pas le gameplay Luminette que j'ai du mal à me projeter. Pour moi, Luminette, c'est fine. C'est pas top tier, mais c'est fine. Et vous avez des gameplays très tanky en ce moment, ce qui est vraiment pas ce que j'aime. Avec soit de la vachette, hein, qui reste un gameplay qui fonctionne. Hein. Vous avez souvent du Kalisentol, ce qui est hyper boring mais très fort. Et vous avez le build Blade Lords. Donc il y a beaucoup d'options, mais ça reste du très tanky avec assez peu de jeux, ce qui est vraiment très très ennuyeux à mes yeux. Mais bon, ce n'est que mon point de vue. Une nouvelle prière Facer m'ont fait gagner des games pendant le tournoi d'hier. Bah ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Seraphon n'était pas God tier début de V2. Seraphon c'était God tier à beaucoup de moments. Hein. Hâte de voir Tyrion. Tout le monde a hâte de voir Tyrion. Mais je me demande des fois s'ils n'ont pas des choses en mode si on est vraiment dans la sauce, on sort ça. Et genre Tyrion, c'est si on est vraiment dans la sauce, on sort Tyrion, tu vois. Donc c'est comme Malérion. Malérion, ça fait depuis que j'ai commencé AOS, il y a 5-6 ans, que ça tisse sur Malérion. Sauf que, en fait, est-ce que ça va vraiment sortir un jour? Les dogs vont-elles redescendre sans se faire nerf avec l'attention des Caradons? Non, 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 parce qu'en fait, Caradon, ça éclate Doc, mais vous n'avez pas rencontré que des Caradons. Donc Doc, ça va continuer à faire. Ils vont perdre peut-être 1 ou 2% de win rate, mais ça restera très bon. Ça restera très bon. Ok, bon, vous pouvez continuer à discuter. On va parler un petit peu de Crucible. Donc Crucible, la phase finale s'est déroulée ce week-end. Hop. Donc j'ai fait un peu le suivi sur l'Instagram de la Niche Baguette pour les gens qui l'ont pas vu. Grosso modo, les tables ressemblaient à ça. On avait table 1, c'était un peu la table feu. On avait réussi à trouver des décors qui allaient bien, donc ça c'était cool. La table 2, c'était un peu rocher, pierre, tout ça, donc c'était pas mal non plus. La table 3, c'était avec des maisons, beaucoup de maisons et des forêts encore une fois, donc c'était pas mal. La table 4, c'était un peu Nagaroth, vous voyez, avec des trucs un peu glacés. Les forêts sont pas trop dans le thème, mais bon, tant pis. Hein. En tout cas, c'était très jouable. La table 5, c'était encore une fois avec des maisons. Là, il y a un décor que j'avais pas eu le temps de peindre. Un décor. Il y avait des décors que j'avais pas eu le temps de peindre, mais bon, en tout cas, c'est resté jouable. Donc ça, c'était un peu dommage. Je vais essayer de les peindre pour la prochaine édition. Mais voilà, vous voyez, donc il y avait quelques décors pas peints, malheureusement. Ensuite, la table, je ne sais plus où on en est, la table 7. C'était une table un peu désertique avec des ruines. Voilà, donc c'était pas mal. La table 8, c'était la table 6 avant, c'est la table 7. Donc toujours avec un peu des ruines et de l'herbe. Et la dernière table, c'était la table 8, bien sûr, avec des maisons qui n'étaient pas finies, des ruines, enfin des murs et encore une fois des forêts. Donc voilà, il manquait encore un peu de peinture sur quelques terrains malheureusement, mais au final, je pense que c'était très correct. Ça vient d'où les templates de forêt? Les templates de forêt, ça vient d'un site sur lequel j'ai acheté, je vous l'enverrai si vous voulez, mais grosso modo, vous avez un tapis pour vous faire 16 templates de forêt. Donc vous faites 2 tables complètes avec votre tapis. Vous faites 8 petites forêts, 8 grandes forêts. Ça vous fait 4 grandes forêts et 4 petites forêts pour toutes vos tables. Et ça vous permet de jouer 2 tables complètes games avec un tapis qui valait... combien il valait le tapis? 50 balles, un truc comme ça, 50 ou 60 balles, vous avez tous vos templates de forêt pour 2 tables. Donc si vous avez qu'une table chez vous, vous arrangez avec un pote et pour 30 balles, vous avez tous vos templates de forêt. Quoi. Et ça donne ce que vous voyez sur toutes les photos. Hein. Sur toutes les photos, là, les templates là, c'est les templates du tapis. Quoi. Attendez, je fais de la merde. Hein. Donc c'est les templates là, hein. Ça vient tous du même endroit. C'est ceux-là, etc.
Donc, et si vous voulez économiser encore plus d'argent, vous prenez juste un tapis full forêt, vous découpez vous-même vos patrons. Parce que là, c'est des trucs avec des trucs pré-tracés. Mais si vous voulez vraiment économiser de la thune, vous prenez un grand tapis forêt et vous découpez dedans avec des patrons. Et c'est encore moins cher. Donc c'est pas très cher de faire des forêts comme ça. C'est vraiment pas très cher. Donc, Crucible, la phase finale s'est déroulée ce week-end. On va tout de suite donner le top. On avait Antoine Dumont qui a gagné le Best Sportsmanship. Il a pris la Spirit First Slayer. On a eu Thomas qui a fait 3e avec ses Caradons et qui a pris la Spirit Skaven. On a eu Théodore qui a fait 2e. Il a perdu en finale, malheureusement pour lui. Et il a du coup pris la Spirit Fake. Et Thomas Chochuro, bravo à lui, qui est premier champion de Crucible, qui a pris la Spirit Save to Darkness. Un immense bravo à lui. C'était très, très, très stylé. Plusieurs choses. On va parler d'abord de la phase finale. Donc on a fait... J'ai improvisé des trucs sur la phase finale. Déjà, c'était un bracket, donc un tableau. Ce qui voulait dire que sur c'était en 4 parties. Donc on a fait 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Ce que ça voulait dire, c'est que si vous étiez en demi-finale, vous étiez top 4. Parce que, en fait, le premier, c'est le gagnant de la finale, le second, c'est le perdant de la finale, et le troisième, c'est le gagnant de la petite finale. Donc, les deux perdants des deux demi s'affrontaient pour déterminer qui était troisième, qui était quatrième. Ce que ça veut dire, c'est que le classement qui est dans BCP n'est pas le bon. Le classement dans BCP n'est pas le bon parce qu'on ne peut pas le paramétrer comme ça. Mais grosso modo, vous avez Thomas en premier, ensuite Théodore en deuxième, Thomas en troisième, et le quatrième, c'était le perdant du match contre Thomas. Donc il devait être en... C'était Alexis qui est quatrième. Donc Alexis est quatrième en fait. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette notion de bracket parce que de 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de sous-marin ou quoi que ce soit. Vous avez votre bracket, il faut aller jusqu'au bout. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que lorsque vous avez perdu votre première game, vous ne pouvez pas gagner le tournoi. Pourquoi j'ai trouvé que c'était une bonne chose ? Parce que pour moi, on néglige beaucoup dans les événements en ce moment la dimension sociale d'un événement, d'un tournoi. Et moi, j'ai voulu mettre un peu l'accent là-dessus avec notamment ce bracket, mais aussi le fait de ne faire que 4 parties. J'ai demandé et l'immense majorité des joueurs ont apprécié le fait de ne faire que 4 parties, c'est-à-dire 2 parties le samedi, 2 parties le dimanche. Ça nous a permis le samedi de prendre le temps le midi de manger ensemble au resto, c'était très cool. Ça donne le temps à tout le monde de discuter. Et le samedi après-midi, on a fini vers 17h et on est allé boire un coup ensemble. C'était très très cool. Ça a permis aux gens qui avaient des contraintes de rentrer tôt, s'ils voulaient rentrer tôt. Et ça a permis aux gens qui n'avaient pas de contraintes de pouvoir discuter ensemble. Et on a vraiment cet aspect social qui a pris un peu la place. C'était beaucoup plus détente que quand tu dois enchaîner 3 games. Ça ne veut pas dire que je veux que tout le monde switch sur 4 games. Hein. Attention. C'est juste que j'aime bien que l'événement soit potentiellement un peu différent du reste. Je trouve que 5 games, ça a aussi d'autres avantages. 5 games, c'est ultra compète. Et ça vous permet de départager jusqu'à 32 personnes de manière équitable. mais moi, j'avais envie de donner une dimension un peu plus sociale à cet event. Moi, en tout cas, personnellement, ça me plairait d'aller à des événements de 4, mais ça me plaît aussi d'aller à des événements de 5. Les deux me vont. L'important, c'est de le savoir avant de s'inscrire, bien sûr. En tout cas, cette dimension sociale, je pense que tout le monde a vraiment bien aimé. Et aussi, quand vous avez fait 2 games dans la journée, la troisième, des fois, c'est un peu une corvée. Il y a des gens qui adorent ça, il n'y a pas de problème, il y a des gens qui adorent ça, mais il y a aussi des gens pour lesquels la troisième game du samedi, c'est un peu la corvée. Et du coup, j'ai quand même eu énormément de retours positifs sur le fait qu'il n'y ait pas eu cette corvée. On a pu faire plein de choses, discuter d'énormément de choses. Donc, c'était très, très, très sympa. Et je pense que ça restera le format standard pour Crucible
pour la phase finale de Crucible, parce que j'aime beaucoup cette dimension. Deuxième chose qu'on a essayé, on a essayé de faire des bans. Et ça s'est hyper bien passé. Donc, comment ça se passait ? Grosso modo, ce qui se passait, c'est que avant le début de chaque ronde, il n'y avait pas de scénario fixe par ronde. Avant le début de chaque ronde, chaque joueur m'envoyait 2 bans, donc 2 maps ban en MP. Ensuite, il les montrait à leur adversaire. Et du coup, en général, ça faisait 4 maps ban, des fois 3 parce qu'il y avait une map ban commune. Et ce qui se passait ensuite, c'est que les joueurs lançaient au hasard leur scénario en excluant bien sûr les maps qui étaient ban. Et énormément de joueurs ont été très contents de cette règle. Je sais pas si je sais pas si la réalisation était parfaite, mais je trouve que l'idée est très bien. L'idée d'avoir des bans de maps et que tout le monde ne joue pas le même scénar, ça me plaît énormément en solo. J'aime bien cette idée parce que ça veut aussi dire que vous ne pouvez pas... quand vous organisez un tournoi, vous avez plusieurs possibilités. Un tournoi classique. Soit vous annoncez les maps en avance, parce que comme ça, personne ne se fait avoir par une série de maps. Mais le contre à ça, c'est que du coup, les gens peuvent vraiment se préparer sur les scénarios en question, ce qui est un peu dommage. Ça limite les possibilités et ça permet moins aux skills de s'exprimer. Ou vous annoncez les maps après, et du coup, vous risquez le fait que vous ayez des joueurs qui du coup, aient des maps qui leur sont vraiment défavorables. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais j'aime beaucoup cette idée de ban et je pense que c'est possible de la raffiner un peu pour que ça soit un peu mieux, etc. Je pense vraiment que cette idée de ban, une fois qu'elle sera un peu raffinée, qu'elle sera mieux, parce que là, il y a peut-être des problèmes, etc. Il faut que je réfléchisse un peu. Mais une fois qu'elle sera mieux, c'est quelque chose qui pourrait être étendu à plus de tournois, potentiellement. Donc ça, après, ça sera tout à chacun, les organisateurs, de décider s'ils ont envie de reprendre l'idée. Mais moi, j'ai énormément aimé cette idée parce que vous avez un peu plus d'aléatoire, mais ce qui est cool en vrai, parce que vous ne pouvez pas savoir d'avance sur quoi vous allez jouer. Et du coup, avoir les bans, ça vous permet quand même de limiter cet aléatoire, voir si vous avez une armée qui s'est vraiment commit sur un scénario, sur un type de scénario, vous lui enlevez 2 de ses bonnes maps, ça peut être très compliqué. Et ça va directement impacter le list building. Donc ça, c'est aussi un problème. C'est un problème. C'est pas tout à fait un problème pour cette première édition, parce que la problématique, ça aurait pu être, j'ai pas prévenu qu'il y aurait des bans, et donc les gens ont pas pu s'adapter, mais les gens ne connaissaient pas les maps. Donc c'est un peu la même chose, ils pouvaient tomber sur n'importe quel combo. Et c'est un peu l'avantage quand les gens ne connaissent pas les maps, c'est que vous êtes obligé de build une liste qui peut un peu tout jouer. Vous ne pouvez pas trop orienter. Et du coup, j'aime beaucoup cette idée de ban. Donc, moi, je pense que je la réutiliserai. J'essaierai de voir si on peut l'améliorer. Mais en tout cas, je la réutiliserai. Et maintenant, s'il y a des orgas qui ont envie de tester, ils peuvent tester. Ils peuvent essayer d'améliorer le système. Il y a plein d'idées à faire. Et je trouve aussi qu'on se contente trop de refaire ce qui a déjà été fait. J'ai très très envie de tenter des formats de tournois différents. J'ai beaucoup d'idées. Et en fait, je trouve qu'on peut relancer une hype d'un tournoi avec juste un format un peu différent. Mais tout en gardant le même jeu. Parce qu'en fait, vous avez par exemple des formats en mode escalation, mais c'est pas le même jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder le même jeu, mais avec des choses un peu innovantes. Cette histoire de ban, en fait, ça n'impacte pas un training potentiel pour le Big Four, pour des gens qui sont venus. Ça n'impacte pas... c'est le même jeu. C'est vraiment le même jeu, mais vous avez une dimension autour. Et c'est ça, moi, c'est ce genre d'innovation qui m'intéresse. Et je trouve que on est un peu fainéant sur l'organisation dans le monde entier, hein, c'est pas qu'en France. Et moi, j'ai beaucoup d'idées, j'ai très envie d'innover sur ces formats
pour relancer un peu la hype, pour que les gens ils aient quelque chose de nouveau un peu à table. On n'est pas obligé d'attendre que toutes les innovations viennent de games. On a du pouvoir sur les choses, comme on a pu le voir. Et en vrai, c'est très cool. Alors, j'ai fait 4 games en un jour, Rouen. Bon. En fait, c'est de l'endurance et grosso modo, tu vas te retrouver à. Il faut prendre les listes les plus simples à jouer. Donc, tu peux faire 5 games, 5 games en un jour, hein, mais en fait, tu vas voir les listes les plus simples à jouer qui vont gagner. Et je trouve que c'est dommage d'exclure les armées complexes du jeu. Moi, c'est pour ça que je suis pas fan. Donc, voilà. Mais il y a plein de formats. Par exemple, en format team de 4, les pairings classiques n'ont aucun sens. Et donc, il y a d'autres manières de faire les pairings qui sont beaucoup plus cool. Donc, ça aussi, c'est un truc que je voudrais bien explorer. Probablement pas avec Crucible, parce que Crucible, ça va rester du solo. Mais il y a un monde. Alors, le problème, c'est que pour organiser de la team, je pourrais que le faire au Fashion Même Café. J'ai pas la place pour faire ça là où dans l'endroit à l'endroit où on était. Mais il y a des formats de team à 4 qui peuvent être très cool. Et en plus, à 4, c'est un peu plus détente pour commencer. Donc, le premier enseignement de Crucible, c'est vraiment les gens ont bien aimé les tournois. Et. Les gens ont bien aimé les 2 tournois, les innovations. Et du coup, je vais continuer à appliquer des innovations, à essayer de voir, même à la volée, si ça me chante. Et de faire au mieux. Donc ça, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé aussi la diversité des armées. On avait, je crois que la seule doublon qu'on avait, non, on avait doublon de Cardon, doublon de Fex, ce qui est pas étonnant avec des nouveaux bouquins. Mais sinon, on avait quand même beaucoup d'armées différentes, ce qui était sympa. On avait doublon de Zench aussi. Je crois qu'on n'avait pas de triplette. Je me demande si on n'avait pas 3 doublons et 10 armées, je sais plus. Mais c'était très cool. Autre enseignement, mais ça on en a déjà parlé. Pour la première partie, enfin dès l'inscription au tournoi, il y aura une inscription à 5 € pour éviter les drops. Il y a eu beaucoup trop de drops dans la première partie, ce qui a donné des poules un peu bancales. Et je pense qu'on mettra une inscription à 5 balles, ce qui semble raisonnable, surtout au niveau de l'orga complète et de l'investissement que j'ai déjà mis dans Crucible 1, même si Crucible 2 sera complètement en ligne, on en parlera juste après. Donc il y aura une participation à 5 balles, sauf pour Shoshuro, qui, en tant que champion, est invité à la phase finale de la partie 2. Et il a le droit de participer au qualif s'il veut, mais en tout cas, il est déjà invité à la phase finale de Crucible 2 et il ne payera pas son billet d'entrée, son 5 €. Il ne le payera pas, bien sûr, puisqu'il est invité en tant que champion, bien sûr. Il y a une liste des résultats de Crucible. Tu l'as sur BCP, hein, c'est ici. Le seul truc, c'est que les classements finaux ne sont pas bons, puisque normalement, c'est premier Thomas, deuxième Théodore, troisième Thomas, quatrième Alexis, et ensuite, c'est dans l'ordre des restants. Parce que je ne peux pas éditer ça dans BCP, malheureusement. Il aurait fallu que je fasse une 5e ronde et que j'ajoute des scores pour transformer, mais ça, je préfère avoir les vrais scores. Mais en tout cas, vous avez tous les pairings qui sont corrects dans BCP, les résultats qui sont corrects, c'est juste le résultat final, les placings finales qui sont pas bons. Donc ça, c'est un des premiers enseignements. Deuxième enseignement, on va limiter le nombre d'inscriptions à 75 personnes, du coup, puisque je veux 15 poules, puisqu'on a déjà un qualifié. Donc il y aura 75 inscrits au maximum pour le Crucible 2, parce que je ne veux pas gérer des poules de plus de 5 personnes. La plupart des gens ont trouvé que 4 games c'était le bon volume, donc on va maintenir ce genre de choses. Il y aura un seeding qui dépendra de vos performances pour la plupart à Crucible 1. Et pour les gens qui entrent, je les placerai à un endroit adéquat selon les infos que j'ai sur les personnes. Mais il y aura un seeding et votre seeding va évoluer en fonction toute l'année
On va y revenir quand on discutera de l'avenir de Crucible, mais il y aura un classement, du coup, je ne sais pas s'il sera révélé, je m'en fous un peu, mais il y aura un classement des joueurs de Crucible. En tout cas, moi, j'en aurai un pour avoir un seeding directement. Je ne sais pas encore comment je vais procéder, si je vais procéder par Elo ou quoi que ce soit, mais j'aurai un classement des joueurs de Crucible, ce qui me permettra d'avoir un seeding un peu plus précis pour les prochaines éditions. Donc ça, c'est très, très intéressant, je trouve. Les poules n'étaient pas si mal faites, ça dépend. Il y a des poules qui étaient relativement équilibrées et d'autres moins, mais c'est un peu... c'était très compliqué de faire mieux que ça. Je pense qu'on a fait un boulot correct avec les infos qu'on avait. Le seeding, vrai ou fausse bonne idée? Pour la partie 1, pour moi, c'est une très bonne idée. Et même pour la partie 2, hein, comme je vous l'ai dit, on a procédé en bracket seedé, mais pas de manière classique. De la manière classique, normalement, c'est vous mettez les grosses seeds dans des côtés opposés du tableau pour qu'elles se rencontrent qu'à la fin. Et moi, j'ai préféré avoir ce que j'ai appelé le Shonen Run, donc qui est des petits qui s'affrontent. En fait, que tous les matchs soient intéressants dès le match 1. C'est-à-dire que si vous faites un seeding classique, vous allez avoir des stompes normalement sur toutes les tables. Alors que là où on fait un seeding inverse, où on a les seeds les plus proches qui s'affrontent au début, on a vu des matchs intéressants dès le premier match, ce qui est très très cool. Donc pour moi, ça c'est une très bonne chose. Donc j'en suis très content. On avait rempli un formulaire de feedback. As-tu un retour à faire sur la vie des joueurs? Pas plus que ça, Maître Gitz. Il y a eu des bonnes suggestions. Il y a eu, la plupart des gens étaient plutôt contents avec le format. Donc j'irai tout relire à tête reposée de toute façon. Mais en tout cas, merci à tous les gens qui ont pris le temps de remplir le formulaire. Quoi d'autre à dire sur Crucible 1? Au niveau de la phase finale, j'avais peur de manquer de décors et hormis le fait qu'il y avait quelques décors pas peints, je pense qu'on a eu plus qu'assez de décors. Donc ça, c'était très positif. Ça veut dire que une fois que ça sera peint, je peux de manière très tranquille organiser 8 tables, ce qui est très très cool. J'ai emprunté aucun décor. J'ai emprunté 2 tapis, donc il faudra que je rende à Martin. Mais ça, je peux les racheter, c'est pas un problème. Et j'aurai de quoi organiser pour 16 personnes sans remettre la main au porte-monnaie qui a déjà été mise au porte-monnaie à contribution pour Crucible 1, mais l'investissement a été fait, quoi. Donc ça, c'est très positif. Je pense qu'on avait des tables relativement correctes en termes de décor. C'était pas parfait, mais c'était très correct. On avait beaucoup de place aussi à table pour jouer, donc ça c'était bien. Il y avait 2 tables où il y avait moins de place, mais pour le moment c'est pas à l'ordre du jour de les changer. Grosso modo, si vous regardez les places qu'on a autour des tables, toutes les tables là, il y avait beaucoup de place pour poser des choses autour, donc ça je pense que les joueurs étaient contents. Cette table là, il y avait carrément tout le spot là-bas, donc ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien, il y avait tout le spot là-bas. La table là c'était bien, et en fait vous avez les 2 tables là où il y avait un peu moins de place et où il fallait déborder un peu sur la table. Mais si je veux changer ça, ça veut dire qu'il faut que je rachète 2 sets complets de table et ça va être 150 balles. Donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Les joueurs qui sont sur ces tables-là ont fait avec, même si idéalement, j'aimerais bien un jour les changer. Mais bon, nous verrons. Donc niveau espace et table, c'était plus que correct, je trouve. Autre chose que j'aimerais bien faire, c'est acheter des cloques parce que tout le monde n'avait pas de cloques et ça n'a pas posé de problème. Mais j'ai eu une table où j'ai dû call le résultat. Je pense que ça a été plutôt fair, mais c'est pas plaisant. Donc je pense qu'il faudrait que j'achète une série de cloques. C'est pas extrêmement cher, donc peut-être que j'en achèterai quelques-unes au moins pour pouvoir compléter. Il n'y a pas besoin de tant que ça, hein. Il y a besoin de 8 cloques. J'en achèterai peut-être pas 8, mais au moins 4 quoi, pour compléter. Et si sur 16 personnes, il n'y en a pas 4 qui ramènent une cloque, c'est quand même que j'ai mal géré ou je ne sais quoi. Mais bon, en général, ça va le faire. Mais il faut que je rachète quelques cloques. Et pour le moment, c'est à peu près tout. Après, on verra. Il y a des projets pour Crucible 2. Moi, il y a un truc que j'aimerais vraiment faire. On verra. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que chaque édition de Crucible, de fournir les dés. Et des dés que vous remportez. Mais ça veut dire que l'inscription sera un poil plus chère.
Grosso modo, c'est 1 € le dé. Moi, j'aimerais bien filer 20 dés par personne. Ça veut dire que pour l'inscription à la partie 2, ça serait 20 balles par personne pour la partie 2. Et j'aimerais bien faire des dés pour chaque édition. Pour 16 personnes x 20, ça fait 320 dés. Chez Baron of Dice, c'est 500 dés minimum. Donc, il faut que je vois à quel point c'est jouable. Mais moi, j'aimerais vraiment fournir les dés. Fournir les dés du tournoi. Déjà, ça veut dire qu'il y a absolument aucun doute sur les dés, puisque tout le monde utilise les mêmes. Personne ne peut avoir de doute sur les dés. Et en plus, ça fait un souvenir à ramener. Donc moi, j'aimerais bien le faire, mais il y aura 5 € d'inscription sur la phase 1, et du coup, ça voudrait dire qu'il y aurait 20 € d'inscription pour la phase finale. Donc 25 en tout pour l'ensemble du Crucible, pour les gens qui vont à la phase finale. À voir. Ça se discute. Surtout sachant que je peux pas commander moins de 500 dés. C'est un projet que j'aimerais vraiment faire, mais il va falloir voir. Il va falloir voir. Faudra aussi échanger avec les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, venir sur Paris, ça leur coûte cher. Et donc, si tu rajoutes 20 €, même s'ils récupèrent du coup 20 dés pour l'event, il y a des gens du coup qui peuvent pas forcément se le permettre. Ce qui me déplaît franchement. Donc, ça, c'est une idée que j'ai, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Mais techniquement, je peux pas me permettre à chaque fois que j'organise un Crucible de payer 500 balles de ma poche pour juste les dés. Ou alors, il y a une autre option qui est, je fournis les dés, je les récupère. Et du coup, là, l'investissement il peut être amorti sur quelques Crucibles. Mais c'est ce qui résout le problème de chacun de doute sur les dés. Mais j'aime bien cette idée de avoir les dés collector. Le PAF de la phase 1, ouais, mais ça veut dire monter le PAF de la phase 1, ce qui du coup fait chier aussi, parce que j'ai pas envie que le PAF de la phase 1 soit trop gros, quoi. Donc à voir. En fait, je veux pas bloquer l'entrée au tournoi. Et c'est là que tous les dés sont pipés. Bah, si tous les dés sont pipés, tout le monde joue avec les mêmes. Mais normalement, chez Baron of Dice, il n'y a pas trop de problèmes. Donc en général, il n'y aura pas de soucis. Mais voilà, du coup, le fait de jouer tout le monde avec les mêmes dés, en fait, ce que j'aime pas dans ce jeu, c'est qu'une fois de temps en temps, avec des dés équilibrés, vous allez faire un jet de fou et vous regardez votre adversaire, vous êtes en mode, bah, je suis désolé, mais ça arrive, quoi. Et vous voyez, si vous en avez 2 ou 3 dans la partie, l'adversaire, il se pose des questions et c'est normal. Et moi, j'aime pas ce moment. Et c'est pour ça que je préférais. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes adversaires, si tu as besoin de jeter mes dés, tu jettes mes dés, tu fais ce que tu veux, quoi. Il n'y a pas de problème, tu peux utiliser mes dés quand tu veux. Et je pense que c'est une des manières les plus simples de résoudre ce genre de problème. Mais moi, je préférerais fournir les dés en tant qu'orga. Donc ça, c'est une idée que j'aime bien. À voir. Nous verrons. On verra ce que ça donne, tout simplement. Ouais, mais en fait, si tu fais ceux qui peuvent les achètent, les autres ils rendent, bah, grosso modo, en fait, t'as le cul entre deux chaises et ça veut dire qu'à l'édition d'après, il faut que t'en rachètes. Et à chaque fois, il faut que tu les achètes par batch de 500. Donc, c'est compliqué, quoi. Ça m'est arrivé une fois en tournoi de faire quelques jets de dés un peu lucky au début, c'est pas très agréable quand on appelle l'arbitre pour ça. C'était mon premier tournoi et des games. Ouais, non, mais bien sûr, c'est pour ça que moi j'aime bien l'idée que tout le monde joue avec les mêmes dés. Les dés que pour le gagnant, tu gardes les autres pour l'édition d'après. Wow, c'est un peu dommage, je trouve. Il y a des dés qui sont interdits en tournoi. Oui, oui. Mais on fera des sondages. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. On fera des sondages, on verra un peu ce que les gens répondent. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que je peux pas juste attendre qu'il y ait la deuxième phase qui se lance pour acheter les dés, parce que ça met X mois à être produit côté Baron of Dice. Donc je dois le faire en avance. D'ailleurs, je dois avancer l'argent en avance, mais c'est pas forcément un problème. Enfin, je ferai avec, quoi.
T'as Mokodaes qui fait des dés pour le montant que tu veux. Ouais, mais j'aime vraiment bien Born of Die. Je trouve que les dés sont très quali. Je sais que les dés sont équilibrés. Donc voilà. Let's go crowdfunding. Non, mais on verra ce qu'on fait. Pour l'instant, c'est une idée. C'est pas à l'ordre du jour. Et je veux vraiment voir l'avis complet de la communauté avant de demander 20 balles pour la deuxième phase ou de faire autrement. On va voir comment le Crucible 2 se passe et on verra comment on avise. Mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de vous laisser des souvenirs. Du coup, en parlant de Crucible 2, du coup, il y aura un Crucible 2. Crucible 2 aura lieu complètement en ligne, ce qui permettra aux gens qui ne peuvent pas se déplacer à Paris de jouer la phase finale. Et j'ai à peu près décidé de la fréquence que j'ai envie pour les Crucibles. On va se caler sur les releases de Battle Scroll. C'est ce qu'on a fait là, au lancement de l'édition, on a lancé. Là, on va lancer Crucible 2 fin septembre, au moment du Battle Scroll. Comme ça va être très frais. Toute la phase 1 sera extrêmement fraîche. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et du coup, ce que ça va donner 4 Crucibles par an, puisqu'il y a un Battle Scroll tous les 3 mois. Donc, on aura un Crucible tous les 3 mois, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que je décide que je suis trop fatigué. Nous verrons. Mais en tout cas, ce que je peux vous promettre, c'est qu'il y a un Crucible 2 qui va démarrer fin septembre. Il y aura 75 places. Ça fera 15 poules de 5 personnes. Le premier se qualifiera. Si jamais le premier ne peut pas jouer la phase finale, bon, c'est en ligne, il y a peu de chance, mais si jamais le premier ne peut pas jouer la phase finale, c'est moi qui déciderai qui jouera, soit ça sera le deuxième, ça va beaucoup dépendre, je prendrai la décision que je voudrais, mais en tout cas, si vous êtes premier, vous êtes qualifié. La phase finale se jouera en ligne, je ne sais pas encore si elle se jouera sur un seul week-end, il y a de fortes chances, et je ne sais pas si on jouera les losing brackets, on ne jouera peut-être que le tableau. Parce que quand je rassemble tout le monde dans un endroit, oui, tout le monde joue ces 4 games. La phase finale en ligne sera probablement uniquement le tableau. Et après, si vous voulez jouer les losing brackets, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je monitorerai probablement que le tableau. Et ça sera très probablement sur un week-end. Donc, on commencera le samedi matin avec 8 16e de finale. Attends, 16e, 8e, non, 8 8e, pardon. 4 quarts, 2 demi et une finale. Donc ça sera probablement aussi sur un week-end parce qu'il faut quand même synchroniser. Mais je suis pas sûr. Il est possible qu'on fasse un peu autrement, genre qu'on laisse une semaine pour jouer les huitièmes, puis je sais pas, 3-4 jours pour jouer les quarts. Et on peut étaler un petit peu plus. Donc on verra comment on fait ça. Et je pense que j'ai tout dit pour Crucible 2. Crucible 2, voilà, donc ça va se lancer fin septembre. Je vais commencer à organiser ça et ça sera 5 € l'inscription pour, éviter les drops, 2, commencer à rembourser toute la thune que j'ai mis pour Crucible 1 et également pour le temps que ça me prend à Orga parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà. Voilà un peu ce que j'avais envie de dire sur Crucible 2. Le format va très peu évoluer pour la phase 1 et pour la phase finale, nous verrons. Et je réfléchis à une possibilité de ban pour la phase 1. Il y a un monde où la phase 1, on fait des bans et vous générez aléatoirement le moment où vous jouez la game. Je pense que c'est intéressant d'introduire le ban en phase 1. Donc après, il y a un monde où ça sera 3 bans. Il y a un monde où ça sera... Je sais pas encore si... Je pense que 2 bans chacun, c'était le bon montant. Mais je pense que je vais tester le système ban ouvert, c'est-à-dire un ban d'un côté, 2 bans de l'autre, puis un ban de l'autre côté. Les bans ouverts, j'ai un peu envie de faire ça. Donc on va peut-être le tester en phase 1. On va voir.
tu bannes la faction adverse. Non, il n'y aura pas de ban de faction adverse. Voilà pour Crucible. En tout cas, j'espère que la première édition vous a plu. Les joueurs qui étaient présents ont eu l'air d'apprécier. Donc ça, c'était très cool. Encore une fois, merci à Games Workshop pour les lots. C'est pas moi qui ai acheté les lots, c'est Games Workshop qui les a envoyés, les 4 Spearhead. Donc ça, c'était très sympa à Games Workshop de l'avoir fait. Ce qui veut aussi dire que dans les éditions ultérieures, il n'y aura pas forcément des lots. Le prix du tournoi est très contenu et du coup, les lots, c'est compliqué pour moi de vous en filer. Donc on verra. Mais c'est aussi pour ça que j'aimais bien l'idée des dés où tout le monde. En fait, les lots, c'est cool, mais j'aime bien aussi l'idée où chacun part avec quelque chose. Chacun part du tournoi avec quelque chose. Donc à voir. Il y a un monde aussi où je récupère une imprimante 3D et je peux essayer de faire des bricoles qui me coûteraient moins cher. Donc nous verrons. Bah, c'est pareil, tu vois, un t-shirt du tournoi, j'aurais grave envie de le faire à tout le monde, comme les Goublins ils ont fait. Mais c'est pareil, ça va augmenter le PAF du tournoi. Là. Je peux pas faire la deuxième phase gratuite avec ce genre de choses, quoi. Donc on verra. Ouais, niveau trophée, j'aimerais bien aussi faire des trophées, parce que là, c'est vrai que Shoshuro, il est parti que avec la Spearhead, mais il est aussi parti avec un rôle spécial sur le Discord. Il est tout seul dans son rôle Crucible Champion. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a son rôle de Crucible Champion qui gardera à vie. Et tous les Crucible Champions auront ce rôle-là. Donc il a un rôle à lui, Shoshuro, sur le Discord. Ça vaut rien du tout, mais ça fait plaisir quand même, je pense. Donc ça, c'était très sympa aussi. Et c'était le premier tournoi qu'il gagnait. Et donc bravo à lui, parce que il n'a pas eu que des opposants faciles du tout. Donc voilà. Voilà pour Crucible, pour le bilan. En tout cas, moi j'en suis extrêmement content. C'est aussi très fatigant parce que j'ai fait une grosse partie de l'orga tout seul. Martin m'a un peu aidé sur les matchs de la phase 1 et Martin et Tiffen m'ont un peu aidé sur le setup vendredi soir, mais tout le reste j'ai fait tout seul, donc c'était un peu fatigant, ça m'a pris énormément de temps. J'espère aussi que du coup vous m'excuserez les petits couacs s'il y en a eu, et le but c'est de refaire mieux. Ça sera sympa de revoir un retour du match-up KO et KO vs Zench. Eh bien, il faudra plutôt le demander aux joueurs, puisque moi, je manageais beaucoup le compte Insta. Mais en tout cas, KO, c'est terminé ronde 1, c'est terminé tour 1, littéralement. Bah, il y a un des deux, le Caradron qui a commencé à, pas table rase, mais fait beaucoup trop de dégâts dans l'adversaire, et la game était finie à ce moment-là. Donc, bienvenue dans le match-up Caradron. Caradron vs Zench, c'était très serré. Et j'ai pas vu du tout la game parce que je gérais d'autres choses. En tant qu'orga, c'est compliqué de regarder vraiment la game. Mais la game était incroyable. À la fin, je crois qu'il restait vraiment quasiment plus rien sur la table et ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Donc un immense bravo également à Théodore Ploup pour sa seconde place qui n'est pas déméritée du tout. Il s'est battu comme un lion et prendre 8 points à Caradron aujourd'hui. C'est vraiment une très très belle perf de la part de Théodore également. Mais voilà, je pense que la game intéressante à débrief, c'est Caradron Zench. Et je pense qu'il va falloir demander aux joueurs. Donc si Shoshuro ou Théodore sont très chauds de faire un débrief et à le mettre sur le Discord, je pense que beaucoup de gens seront preneurs. Donc les gars, si vous m'entendez et que vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à mettre un peu votre débrief de game. Voilà pour... Je fais un débrief sur Discord. Merci beaucoup, Shoshuro. Voilà pour Crucible. On va parler un petit peu de la méta, du coup, maintenant. Et juste, je vais faire une seconde de pause. Je reviens tout de suite. Bougez pas.
Heureux. Alors, on va regarder 2 tournois. On va regarder le Northern West GT et le Nova. Donc pour le Northern West GT, nous avons donc une victoire de Caradron. En deuxième place, un Caradron. En troisième place, un Set to Darkness qui est un peu étonnant. Donc ça va être très cool à regarder. En quatrième place, Carson Whitlock et ses Ogres. C'est jamais étonnant de voir Carson bien classé. En cinquième, on a un Iron Jaws qui est étonnant également. Donc ça va être très cool à voir. Le nouveau Blade of Corn qui arrive en sixième. On verra si c'est l'armée de renom ou pas. En tout cas, il n'a fait qu'une seule défaite. Donc il est possible que ce soit l'armée de renom et qui est perdu contre un truc sur une map où c'était un peu plus faible. Encore du Caradron, du Set to Darkness, du Skaven et du Skaven. On va regarder tout ça maintenant. Toc. Un petit détail sur Crucible, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, mais les rôles Crucible phase 1 et phase 2 vont être retirés à tout le monde, puisque ce sera pour le prochain. Je vais pas faire un rôle à chaque fois pour chaque édition. Donc, si vous perdez ces rôles, c'est normal. Cardron, quelle est sa liste? Il joue en Pioneer Scavenger. Il me semble que c'est la battle formation des Von Grimm. Et donc, il a décidé de jouer une frégate et un Ironclad. C'est la combo très très classique et très prisée par les Caradons en ce moment. Il joue Restless Master, ce qui s'entend. Hein. Restless, ça se fait quand vous tablez. En fait, quand vous tablez raser l'adversaire, il y a assez peu de tactiques qui sont vraiment mauvaises. Hein. Vous pouvez pas trop vous gourer. Donc Master Restless, c'est complètement valide. Vous avez Brock, 2 packs renforcés de Skywarden, donc ça tape très fort. Ensuite, un pack de Salvager renforcé, 2 petits packs de Harpoon Crew, un Endred Master avec harnais, avec la grenade et le chevaux d'opportunité, je sais plus ce que ça fait. C'est pas forcément important. Et voilà, c'est une liste qui est extrêmement classique dans sa construction. Dans quasi toutes les listes Caradron performantes, on va retrouver Brock, une frégate, un Ironclad, au moins 12 Skywarden, et on va compléter avec du Von Grimm. Donc attendez-vous à voir ça dans toutes les listes. Ça marche extrêmement bien, extrêmement fort. Ça tire très fort, ça tape très fort. Ça strike first. Donc aucune surprise dans cette construction de liste. Aucune surprise sur le fait que ça perf très bien. Et les battle formations, il y a plein de choix possibles, sachant que ma préférée reste celle du choix d'artefact. Lui, c'est pas le choix qu'il a fait, mais ça marche quand même très bien. En deuxième lieu, nous avons un autre Caradron qui a perdu sa game 3. Je serais très intéressé de savoir contre quoi il a perdu sa game 3. Ensuite, il a décidé de jouer Rapid Redeployment Squadron, ce qui fonctionne sur les Gunhaulers, je crois. Je sais même plus ce que ça fait. Vous me direz si j'ai tort ou pas. En tout cas, il a la combo classique de Frégate Ironclad et de 12 Skywarden. Par contre, au lieu de mettre du Von Grimm, il a décidé de mettre du Gunhauler de Giran. Il garde son Brock et il a rajouté une Arcanaut de compagnie. Donc, au lieu de mettre du Von Grimm, il a mis des Gunhaulers de Giran. Moi, c'est un peu... c'est pas ce que j'aime le plus. Il a qu'un seul héros non nommé, donc il ne pouvait pas avoir 2 artefacts. Merci beaucoup, Jack Knife, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Merci, Krulin, pour le Prime. 11 mois déjà. Du coup, la liste, elle reste excellente. Hein. Ce qui est très bon, de toute façon, c'est Frégate, 12 Skywarden et les Ironclad. Donc ça, il l'a. Et Brock. Donc à partir du moment où il y a ça comme base, ensuite, il complète avec soit du Von Grimm, soit ici des Gunhaulers. En tout cas, il a fait une défaite et je serais très curieux de savoir contre quoi est-ce qu'il a fait sa défaite. Il a perdu contre Nicolas, il a perdu contre ça, qui est Slave to Darkness. Intéressant. Il a perdu. Il y a des gens qui jouent des Varangard encore. Hein. C'est impressionnant. Abraxia, 12 Varangard, Gunnar, Marauder. Je ne comprends pas. Je ne sais pas quel est le record de Nicolas. J'aimerais bien savoir s'il a que gagné contre Caradon. Attendez, je suis gouré. C'est ouais. 4-1. Bordel, il perd contre quoi? Alors, je sais pas dans quel ordre c'est. Peut-être contre First Prince. Mais il doit perdre contre... Ouais, contre First Prince ici. Non, bah non. Si, c'est ça. Il perd 80 à 26, j'ai l'impression. En tout cas, impressionnant. Après, il y avait combien de joueurs?
Il y avait 50 joueurs. Il peut faire un run un peu litigieux peut-être. Bon. En tout cas, impressionnant que ça gagne dans Caradron. Je serais très très curieux. Après, il a beaucoup de mortels, ce qui aide beaucoup sur les gunholders, sur les bateaux. Et mine de rien, c'est quand même un avantage. Maintenant, comment il a fait pour garder ses Vanguard en vie, quoi. C'est ça la question. Il y a peut-être une erreur de la part du joueur Caradron, je ne sais pas. Ensuite, nous avons Dayton Obre en Slave to Darkness. Très étonné que Slave to Darkness perf comme ça. En tout cas, Legion of the First Prince, c'est ce que Léo a ramené ce week-end. Et je pense que ça a été plutôt concluant. En tout cas, lui a décidé de run Be'lakor, 2 packs de Bloodletter, un pack de Blood Crusher, des Flamers, Eternus et des Furies. C'est quelque chose qui est extrêmement sticky sur table. C'est très très compliqué à déloger. C'est très grindy comme armée. C'est beaucoup plus grindy que... Ça va pas vous one-tap des trucs. Par contre, ça grind hyper fort. Et c'est un peu un DPS check. Donc ça vous englue avec tout ça. Les flamers ensuite ils vous dégomment la tête. Et Be'lakor quand il a besoin, il va dire tu fais pas ça. Il a une ward à 4, il tank comme un dieu. Donc c'est très très grindy comme armée. Très intéressant que ça perf. Que ça perf seulement maintenant alors que ça n'a pas eu de changement depuis très longtemps. Très marrant. Ensuite, Carson Whitlock qui joue Ogre comme à son habitude et qui du coup, est-ce qu'il a changé sa liste? Sa liste ressemble beaucoup à ce qu'il jouait habituellement. Il n'y a pas trop de changements. Il a un Shootermaster, des Gnoblards, un Butcher des Gnoblards, un Gorger Mopac, un Bloodpelt Hunter, un pack renforcé d'Iron Guts, un pack renforcé Glouton et un Iron Blaster. Et il joue malheureusement en machinerie. À l'époque, il jouait en Morbide et je pense que sans Morbide, la liste manque un peu de rend. Il joue Master au lieu de Wrathful, il est plus malin que moi. Écoute, tu s'adapteras. Après, c'est pas forcément une liste qui va chercher facilement les héros, hein, ça dépend des listes. Je sais pas si Master c'est si bien que ça. Après, au moins, tu joues l'underdog, quoi. Donc, la liste est cool, c'est toujours une liste à la Carson, et je pense que le drop de Morbid, c'est potentiellement une connerie. En tout cas, il a perdu en dernière ronde, soit contre Caradon, soit contre OBR, j'imagine. Contre, Slave to Darkness, j'ai l'impression. Bon. Il a perdu contre quoi? Allons voir. Contre Mathias. Il a perdu contre le Caradon. Ce qui n'est pas étonnant du tout. Hein. Je pense pas qu'il puisse faire quoi que ce soit contre le Caradon. Et est-ce que c'est lui qui a eu... Ouais, c'est lui qui a eu le parcours le plus dur. C'est lui qui a eu le parcours le plus dur, Carson. Ce qui est normal, hein. Le top 1 n'a jamais le parcours le plus dur puisqu'il a affronté que des gens qui ont au moins une défaite. En Iron Joe, très curieux de savoir ce qui se passe. Bon, Christian Robson qui décide du coup de jouer Iron Fist. Il décide de jouer Kragnos, un Goodger, Gordrak, des vraies cases. Il joue 3 monstres. Intéressant. Je sais pas à quel point c'est bon, mais en tout cas, c'est beaucoup plus fun à jouer. Et est-ce que je peux jouer la liste? J'ai pas de vraies cases, ce qui est ennuyeux, parce qu'il en faut 4 unités. Mais sinon, j'ai le reste. Bon, faudrait que je m'achète des vraies cases. Chiant. En vrai, intéressant parce que ça a l'air fun au moins. Et vous avez des missiles à envoyer, mais après, vous n'avez pas beaucoup de shots, quoi. Il a perdu qu'une game. Mais après, le problème, c'est quand vous perdez la deuxième, vous allez vachement sous-mariner. Il n'a pas rencontré les top players, en fait. Je pense qu'il se serait fait détruire sur le top 4. En corne, est-ce que c'est une armée de renom? Pas du tout. Si, c'est une armée de renom, mais pas celle auquel on s'attendrait. Et il fait... Non, je pensais que l'armée de renom était vraiment pas très bonne. Il fait 4-1 avec. Hein. Impressionnant. Hein. Va falloir que j'aille lire ce que ça fait. Hein. Scarbrand, un Wrath of Khorne Bloodthirster, un Bloodthirster of Insensate Rage et un Infected Fury.
surtout. Il joue à 1690 points. C'est honteux. C'est honteux, il joue à 1690 points. Et il fait 4-1. Ouais. Putain, c'est impressionnant par contre. Hein. Ah non, c'est lui qui a les meilleurs opposants. Putain, c'est impressionnant. Il a gagné contre le Step to Darkness, ok, je peux comprendre. En fait, il a face 2 Step to Darkness qui ont peu d'unités sur table. Il a perdu contre le Step to Darkness ici. Ok, dur à savoir. Hein. Mais impressionnant. Hein. Très impressionnant. On a un autre Cardon qui a perdu sa première game. Honte sur lui. Il a perdu sa première game contre Carson. Ok, pas honte sur lui parce que Carson, c'est un excellent joueur. C'est un joueur top monde. Maintenant, Cardon, normalement, c'est censé défoncer le joueur Ogre. Ok, peut-être pas avec cette liste. Ok, je retire ce que j'ai dit. C'est normal qu'il ait perdu contre... C'est honteux. Et après, on se demande pourquoi c'est en rupture de stock. Hein. C'est à cause de lui, la pénurie. Bah ouais, putain, moi j'en veux juste 10 pour ma collecte et il y en a nulle part. C'est une honte. C'est une honte. Nicolas a déjà regardé sa liste. Ensuite, on va regarder les 2 Skaven et on passera au Nova. Alors, il y a évidemment la Belle, les Globadiers, 2 packs de Raog, une Brood Terror. Il joue en Gather of Clan, Plague Furnace et des Monks. C'est du classique DPS de corps à corps avec les Raogres. Il a le Creuset hein, qui est pas mauvais du tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de contrastats dans la méta. Et heureusement, il a quand même 3 packs de 20 Plague Monk pour le jeu un peu. Oui, le Creuset, c'est fort, il n'y a pas de débat. Hein. Mais c'est une liste qui va avoir des gros contres, je pense. Après, il a perdu qu'une game. Hein. Il a perdu que contre Caradron, ce qui s'entend. Attendez. Ouais. Et nous avons un autre joueur Skaven ici qui jouait Tankol, Clanra, Ratling. Donc tir, un Skaven de tir principalement, avec un Deceiver. C'est un build assez vieux, enfin c'est assez vieillot. Je suis pas si convaincu que ça. Ça va dépendre vraiment des maps et vous allez avoir des maps sur lesquelles le tir ça va être très compliqué. Donc je suis pas très très fan. On peut voir le bug après, on peut regarder le bug vite fait. Hein. Donc c'est un Korn qui joue pas en armée de renom parce qu'il a envie de jouer avec 2000 points. Mais qui joue quand même spam Bloodthirster. Il a 3 Bloodthirster et un peu de jeu. Pas grand chose à dire. Je suis pas très fan. Parce que c'est assez dur de jouer le gameplay Korn avec. Je trouve. Parce qu'il faut sacrifier des unités. Vous avez littéralement 3 unités sacrifiables. Je suis pas fan. Je peux me tromper, mais je suis pas fan. Ok. Bah, intéressant. Tout n'est pas surprenant. Il y a eu des surprises quand même avec Slave to Darkness. Un peu Iron Joe aussi. Mais sinon, là, c'est pas vraiment surprenant. Alors, beaucoup de cardons. Le Nova. Comme tous les ans, je fais le rappel classique qui est le Nova. Vous avez 5 games et ensuite vous avez un top 8 normalement. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que là, votre top 8, il est fermé.
En général, au Nova, il y a tellement de joueurs que vous pouvez faire des parcours 5-0 et accéder au top 8 facilement. On y retrouve cependant des gros noms, puisqu'on a Fabien Barbus, Jérémy Vessière, Caleb Walters, qui sont 3 gros noms de la scène américaine. Les autres peut-être, mais je ne les connais pas, excusez-moi. En tout cas, si c'est le cas, excusez-moi. Et est-ce qu'on a on a quelques joueurs qui sont aussi des gros noms et qui n'ont pas réussi à accéder à ce précieux top 8. Par exemple, Gavin Grigard, qui est un gros nom et qui a perdu en Game 3 contre Caleb Walters. Donc là, il n'a pas eu de bol parce qu'il a rencontré un autre gros nom. Frédéric Schmidt, qui fait quand même des perfs habituellement. Et lui, en Game 5, il a rencontré Fabien. Donc pareil, il n'a pas eu de bol. Parce que vous pouvez ne pas tomber dessus. Hein. Léo Ratonen, qui en Game 2 a rencontré un autre gros client, a priori, en tout cas un client du top 8. On a Mélanie Digan aussi, si vous la connaissez, elle est arbitre des Worlds en équipe, qui du coup a fait une belle perf, hein, puisqu'elle fait 4-1 à l'issue de la première partie de l'event, et elle perd contre Michael Roche, qui est un excellent joueur, et d'ailleurs qui est manquant de ce top. Où est-ce qu'il est, le bon Michael Roche ? On a également Matt Beasley qui fait son 4-1. On a Michael Roche ici qui perd ses 2 dernières games. Qu'est-ce qu'il jouait en Blade of Corn ? Est-ce qu'il jouait Armée de Renom ? Non, il ne jouait pas Armée de Renom, donc déjà, force à lui. En tout cas, Michael Roche, c'est un excellent joueur. Et du coup, il ramenait Scarbrand. Déjà, je ne suis pas sûr que Scarbrand soit si bon que ça. Donc, il jouait quand même 2 packs de Blood Warrior. Je pense que sa liste n'était pas incroyable. Mais encore une fois, j'ai pas joué Korn. Donc, who knows. Et il perd contre Jérémy Vessière et Gavin Grigard, qui sont 2 énormes clients. Donc lui, il n'a pas eu de bol sur son parcours. Ces 2 énormes clients, Jérémy Vessière, il joue Caradron avec l'armée la plus broken du moment. Il peut rien faire. C'est impossible de la gagner pour lui, je pense. Jamais de la vie il gagne cette game. Et du coup, d'ailleurs, il fait quand même 40 points contre. Et contre Gavin, il se fait smash. Il fait que 7 points. Et sachant que Gavin a ramené Cruel Boys. Donc comme quoi, Cruel Boys, ça marche encore très bien. On a le bon G1 Noah qui, du coup, perd également ses 2 dernières games. Il venait en Daughter of Cain et il jouait pas de Moratti, ce qui est une des versions que j'aime le moins. Ça a des avantages de jouer sans Moratti et ça a des inconvénients. Donc, en tout cas, lui, il a fait ce choix-là, mais du coup, il perd contre Fabien, ce qui s'entend complètement. D'auteur, ça perd dans Caradron. Et il perd par contre contre Tucker Barco qui a ramené Stormcast. Et ça, c'est censé être prenable pour Doc. Donc Noah qui a peut-être fait des petites boulettes. Bon voilà, on va pas descendre tous les joueurs, il y en a bien trop, mais en tout cas, il y a des joueurs dans le top. Il y a quand même des joueurs exclus du top qui sont c'est un peu surprenant. Mais Fabien égale Kos, ouais, tout à fait, excuse-moi. Du coup, perdre dans Kos, c'est un skill match-up. C'est un skill match-up, donc c'est que Fabien a dû être meilleur que lui. Ok, on va regarder les top lists. La liste qui a fait top 1 et du coup qui a battu, j'ai l'impression, Jérémy Vessière en finale. Est-ce que c'est ça ? Oui, il a battu Jérémy Vessière en finale. Un immense bravo à lui parce que sortir Caradron, même avec Kos, c'est pas évident. En tout cas, il y a 61-59, ce qui est une dinguerie en termes de scoring. 2 points d'écart, ça a dû être une game incroyable. Un immense bravo à Fabien, en plus qui est français et qui est très très sympa. Et du coup, voilà ce qu'il a décidé de ramener. Il a décidé de ramener de la Pontifex Courge, il a décidé de ramener un fusil au gore, il a décidé de ramener un seul canon, je crois. Ouais. Ensuite, il a décidé de ramener 3 commandes corp, 2 Marshall, Calicentol, un pack renforcé de cavalier, un Battle Mage et le régiment de renom des Skyport Prophétiens, donc pas celui qui TP, mais celui qui embarque du coup les Grundstock Thunder, qui enlève les wards. Je pense que c'est pas une liste simple à jouer. C'est clairement pas la liste la plus spammy et la plus facile que vous pouvez créer en Cities. Donc un immense bravo à lui parce que je pense vraiment
hormis le fait que Zenestra c'est très fort en ce moment, etc. Hein, oui, la liste est forte, mais c'est clairement très loin d'être la liste la plus simple à jouer en COS. La liste est exceptionnelle en termes de... Ah non, mais attendez, je raconte des conneries ou pas? Non, je raconte des conneries, c'est bien le régiment qui TP. Je raconte des conneries. C'est le régiment qui TP, oubliez ce que j'ai dit. Donc, en tout cas, c'est une liste qui ressemble un peu à ce que jouait Alexis, qui s'en est, qui s'en est bien sorti à Crucible ce week-end. Et c'est pas une liste simple à utiliser, donc un immense bravo à lui. Et je pense, je sais pas si c'est la version la plus forte de la liste, mais c'est une liste un peu plus de joueurs, quoi. Et vraiment, hein, faire 8-0 avec cette liste, ça a beau être très fort. Il y a d'autres trucs très forts dans la méta. Hein. Faire 8-0 avec cette liste et gagner contre Cardron en finale, c'est très très beau. Hein. C'est vraiment très très beau. Cardron, Jérémy Vessière, qu'est-ce qu'il nous a concocté? Il nous a concocté du coup une armée avec 2 gunnelers renforcés. Il a... Ah ouais, il a pas de frégate. Ah, si, il a une frégate. Il a un seul pack de Skywarden. C'est pour ça qu'il a pas pu gagner contre le Cities. Parce que je me disais, avec les listes double Skywarden, ouais, ça tape très très fort. Lui a décidé de tanker beaucoup plus, puisque ça, c'est très très très. Là, c'est 40 PV en Seva 2, hein, qui bouge vite. Ça fait pas beaucoup d'autres trucs, mais c'est 40 PV en Seva 2. Donc, soit l'adversaire il peut gérer la Seva 2, soit il peut pas. En termes de dégâts, il en a pas tant que ça. Il a Brock un pack de Skywarden, ça tape fort. Et après, il a du tir de frégate et les petits Von Grimm qui vont tirer un peu. Mais il n'a pas tant de DPS que ça. On n'est pas sur les listes Cardron les plus violentes. Donc c'est une liste beaucoup plus contrôle, beaucoup plus je vais bloquer des portions de map, je vais jouer sur la durée et j'ai pas le droit de perdre mes Skywarden, etc. etc. C'est pas une liste qui enclenche très fort. Donc intéressant parce que c'est une liste où il a beaucoup de jeux. Mais du coup il perd. En fait, s'il avait une liste beaucoup plus violente, il pouvait gagner sa dernière game peut-être plus facilement. Après, ça ne veut pas dire qu'il aurait gagné les 7 premières. Hein. Donc, bon, c'est toujours facile de résumer a posteriori. Hein. En troisième, on a Caleb Walters qui a eu de la chance d'être pris dans le bracket dans le top 8, puisque il y avait quand même beaucoup de 4-1 dans le top 8. Ça a dû jouer au score. Je ne sais pas exactement comment ça s'est joué, mais bref, en tout cas, en troisième, on a Caleb Walters avec ses Zench. C'est un joueur de Zench de cœur, donc il n'y a pas de débat. C'est ça qu'il joue habituellement. Et du coup, qu'est-ce que ça joue en ce moment? Zench, Keros, ça c'est toujours le cas. Chaos Spawn, Ogroid, Zangor. Et par contre, il joue ça. Je suis moins fan de ça que d'un spam de Jet Obelisk, mais bon. Après, en tout cas, ça a l'air de bien lui servir. C'est une bonne liste de toute façon, qui fait tout ce que Zench aime faire. En quatrième, on a une liste Cities of Sigmar. Avec un Steam Tomb Commander, la nouvelle Pontifex, Kali Sentol, un Frigid Marshal, un Ogre Warlock, des fusils renforcés, des cavaliers renforcés, 3 Command Corps, un Battle Mage. Plutôt standard à part le Commander, mais je peux l'entendre. Donc, bon. Pas grand chose à dire. Hein. On a un fake, et c'est l'ancien fake, donc je pense qu'on va le regarder très vite. Ouais, c'est l'ancien fake. Ça nous intéresse beaucoup moins, l'ancien fake. On a un sub. Quelle liste est-ce qu'il run? Régiment de renom, Brod, Warstomper, Kragnos. Marrant. Je pensais pas que ça passait. Ça passe tout pile à 2000. Brax, tu veux pas essayer ça? Ça a l'air marrant en vrai. Oui, je suis d'accord, je suis Shuro, mais ça reste beaucoup moins violent que les listes que toi tu jouais par exemple.
En fait, les 600 points de Gunhauler, c'est des points de jeu et de tanking, hein, c'est tout. Hein. Ça fait un peu de dégâts au tir, mais c'est pas une panacée, quoi. Au corps à corps, ça fait absolument rien. Bah, ça, c'est intéressant pour les joueurs sub. Donc, je sais que Brax est joueur sub, mais voilà. Ensuite, on va regarder le dernier du top 8, qui est du coup un joueur Stormcast, qui malheureusement a perdu tout son top 8. Et du coup, on l'avait déjà vu cette liste. C'est un Star Drake, Questor, Soulsworn, 2 packs renforcés de Reclusian, Stormcoven, Night Relictor, Vigilor, Kaisentol et un Stormbreach Portal. Pour moi, c'est vraiment pas les meilleures listes Stormcast. Mais bon, en tout cas, il s'en est bien sorti jusqu'au top 8. Est-ce que la Mage Warhammer pour Chaos, c'est plus 10 tous les héros et plus 20 les bateaux? J'en sais rien. Je vois pas pourquoi on ferait ça, en fait. Pour moi, c'est Von Grimm et Skywarden qu'il faut défoncer. Mais après, je suis pas dans les petits papiers de games, donc ils font bien ce qu'ils veulent. Ah, et les Gunhaulers de Scourge doivent être au même point que les Gunhaulers pas Scourge. Hein. Ah, mais c'est le cas, je crois. Ils sont tous les deux à 140, les Gunhaulers. Je sais plus. Mais en tout cas, les Gunhaulers doivent prendre des points, ça c'est sûr. C'est complètement con. Ouais, bah faut que ça monte. Hein. Ça n'a aucun sens à 140 points. Bon voilà, on a fait le petit top 8 du Nova. Toujours très intéressant à voir. Et encore des immenses félicitations à Fabien Barbus pour son top 1 Nova. Hein. C'est toujours très cool. Bravo, bravo, bravo à lui. J'aimerais bien faire le Nova un jour. Je voulais le faire cette année et en fait, j'avais pas le budget. Donc, en fait, c'était soit ça, soit Atlanta. Et du coup, j'ai fait Atlanta. Mais enfin, je fais Atlanta. Mais bon, un jour, peut-être, je ferai le Nova. Écoutez, on arrive à la fin de ce stream. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc, je vais vous remercier d'avoir été là ce soir. Crucible 2, ça arrive bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine, puisque je suis très occupé cette semaine. Je ne sais pas encore quel jour et je ne sais pas encore ce qu'on fera. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour discuter ensemble, bien sûr. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, un bon week-end. Reposez-vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!